Sommes-nous tirés d'affaire face à Donald Trump? Il a certes baissé un tout petit peu le ton, on verra que c'est pas si simple dans quelques instants sur le Groenland, mais regardez cette image. Regardez cette image, il a lancé, ça y est, c'est parti, son Conseil de la paix, ce concurrent à l'ONU, ONU privé, tous ces dirigeants venus prier de signer les uns après les autres le document. Savent-ils seulement à quoi ils s'engagent? Trump, en tout cas, est grandiloquent, le président des superlatifs. Regardez. C'est un conseil qui aura la chance d'être l'un des organes internationaux les plus importants jamais créés et j'ai l'honneur de le présider. Tout cela fonctionne très bien. Cela a déjà commencé et tous les pays ou presque veulent en faire partie. On fait ça pour le monde. Le monde est une région. Nous allons avoir la paix dans le monde et ça serait un héritage génial pour tous. Chacun dans cette pièce est une star. Donc, quels sont les pays signataires? À quoi s'engage-t-il précisément? On va un peu plus loin avec Margot Haddad. Je vous en prie, Margot. Qui a rejoint ce fameux Conseil de la paix donc aujourd'hui, Margot? Alors c'est peut-être le début d'un nouvel ordre mondial. Regardez ce logo tout de même, Amélie, avec certains pays plus mis en avant que d'autres. On va le voir, Javier Milei, le président de l'Argentine, qui est ici sur cette photo, mais également Ilham Aliyev, le président de l'Azerbaïdjan, ou encore Viktor Orban de la Hongrie, qui est là en tête-à-tête avec Donald Trump. Mais il y a aussi plusieurs pays du Golfe. Alors ceux-là, ils sont assez importants pour la stratégie au Moyen-Orient, l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats qui ont rejoint cet accord. D'autres pays également importants, considérés comme des puissances mondiales, l'Inde, la Russie, la Chine, 3 pays clés n'ont pour l'instant pas répondu, mais ont été invités, selon la Maison-Blanche. D'autres pays importants ont cependant refusé. C'est le cas de la France, qui a refusé très clairement, le Danemark, la Norvège, la Slovénie et la Suède. Quant à la Belgique, eh bien, écoutez, Amélie, il y a eu un petit couac de communication puisque la Maison-Blanche a dit que le pays avait accepté, mais surprise, réponse du ministre des Affaires étrangères belge. La Belgique n'a pas signé la charte du Conseil de la paix. Cette annonce est incorrecte. Voilà pour le casting, je me permets ce mot-là, mais quelle est l'ambition derrière? Que pourrait faire ce Conseil de la paix très concrètement cette fois? Alors, Trump a lié d'abord ce projet au futur de Gaza et pour faire l'annonce de ce grand projet, eh bien, il a missionné qui d'autre? Son gendre, Jared Kushner, pour en parler. Écoutez. Ce que fait le président Trump aux États-Unis, il faut s'en inspirer et copier. S'il y a des choses qui marchent bien ailleurs, il faut les copier. Avec le Conseil de paix à Gaza, on essaie de mettre en œuvre la paix. Nous n'avions pas énormément d'expertise en la matière, donc on est en train de créer un système et j'espère que nous pourrons documenter tout ça, puis mettre tout cela à disposition de tous ceux qui voudront l'utiliser dans le futur. Mais dans la réalité, la charte ne mentionne pas Gaza, mais promouvoir la stabilité et sécuriser une paix durable. Le mandat reste flou, sans clarté opérationnelle pour le moment, mais le but est clair, tout de même, rivaliser avec l'ONU, même si Donald Trump dit clairement le contraire, tout en demandant une contribution de 1 milliard de dollars à chaque pays membre. Et bien sûr, c'est lui qui choisit qui rentre et qui ne rentre pas dans l'Alliance. Merci beaucoup Margot Haddad. Il dit qu'il travaillera en coopération avec l'ONU. Bon, mais ne vient-il pas de l'enterrer, l'ONU, Général Paloméros? Ne vient-il pas de commencer à enterrer l'intégralité des institutions? En réalité, on parle de l'OMS aussi ces dernières heures. Hein. C'est très important également. Il prend la main sur l'ordre mondial, c'est ça l'affaire? Ça fait, c'est pas d'hier que les Américains ont dégradé l'ONU. Alors l'ONU s'est dégradée évidemment par l'action russe. Hein, c'est ce qui a vraiment donné peut-être un coup de poignard, souhaitons-le qu'il ne soit pas mortel. Mais les États-Unis ont pratiquement abandonné toutes les organisations, les sous-organisations de l'ONU qui visent justement, au travers de l'aide à la coopération, on pense à l'Afrique en particulier, dans les pays les plus pauvres, à promouvoir ces pays, à les aider, à les soutenir pour aider leur développement et éviter que ça ne crée des crises. Et donc, c'est un peu l'antithèse. Là, qu'est-ce qu'on sent? On sent qu'il y a les fidèles de Trump autour de lui, c'est-à-dire Milei, Orban, ceux-là, bon, ils sont dans le camp de Trump, et ceux qui viennent payer le rebol, parce que c'est ça, pour
faire partie du club et donc continuer peut-être à bénéficier de la protection des États-Unis. On voit bien, hein, ça se dessine, les pays du Golfe qui ne sont pas tous d'accord entre eux, mais là, bon, ils ont déjà l'organisation du Golfe pour s'entendre. Mais un parrainage des États-Unis, c'est toujours bon à prendre, vu de leur place. Il faut voir, mais il ne faut pas lâcher l'ONU. L'ONU, c'est vraiment... est issu des deux guerres mondiales et c'est pour l'instant ce qu'on a fait de mieux. Donc l'intérêt des Européens, c'est de valoriser l'action de l'ONU et pas d'imaginer quelque chose qui ressemble à la Pax Americana et qui imposerait son style, son argent et ses investissements, parce que c'est ça qui est derrière. Hein. Regardons à nouveau cette photo de famille du Conseil de la paix. Guillaume Roquette, elle veut dire quoi selon vous du monde selon Trump, ou du monde tout court d'ailleurs désormais, hein? Je pense qu'elle officialise effectivement un ordre international alternatif, parce que si on réfléchit bien, ce qui a changé, c'est le packaging. C'est-à-dire qu'au lieu que ça se passe à la Maison-Blanche, dans le bureau de Trump, la réunion de famille se passe sous l'égide de ce nouveau nom de Board of Peace. On remarque d'ailleurs que Donald Trump a gardé le sceau du président des États-Unis sur le pupitre. Donc ça montre bien que finalement, c'est l'ordre américain. Moi, je pense que la nature a horreur du vide et que dès lors que l'ONU se révèle absolument inefficace pour gérer les crises actuelles, qu'il s'agisse de Gaza ou de l'Ukraine, je vous rappelle qu'il n'y a pas eu une majorité de pays à l'ONU pour condamner et prendre des sanctions contre la Russie après son agression, eh bien, qu'il y ait une sorte d'ordre international alternatif avec celui qui est le plus puissant de tous. Je trouve que c'est assez cohérent. Nous, ça nous déplaît, évidemment, parce que c'est pas du multilatéralisme, c'est pas les grands principes. Allons plus loin, Guillaume. Aujourd'hui, les grands principes, ça marche plus. Allons plus loin. Vous pensez que ça peut marcher ? Je pense que ça peut marcher dans la mesure où l'influence américaine est très forte. C'est pas en tant que structure, je veux dire, juridiquement, il y aura jamais la même valeur des décisions éventuelles prises par ce board. Mais regardez, le plan qui avait été imposé par les Américains aux deux parties à Gaza, ça a débouché sur une paix fragile, mais ça a quand même eu un impact. Quand Donald Trump parle, il se passe des choses. Même au Groenland, quand il dit je veux pouvoir avoir davantage de contrôle sur ce pays, là, apparemment, il y a un accord en train de se négocier. Général Palomero, je vous vois réagir, mais elle monte cette musique de après tout, ces institutions, elles sont devenues obsolètes, et s'ils tentent quelque chose et si ça peut marcher, tant mieux. Mais vous voyez ce groupe-là soutenir l'Ukraine, par exemple. On dit l'ONU a failli. Certes, hein, ça, c'est clair qu'on a un problème à partir du moment où une des grandes puissances, membre permanent du Conseil de sécurité, foule au pied la charte même de l'ONU. Ça, c'est vrai qu'on a un problème. Mais c'est pas une alternative qu'on a là. Là, c'est une autre coopération qui est marquée sous le sceau de l'argent d'abord, de la protection américaine, qui est une certaine déstabilisation du monde. Il y a les riches d'un côté, il y a ceux qui suivent Trump et les autres. Alors justement, j'avais une question sur ce point. Quand on l'écoute dans son discours, il dit là, il y a les amis, il y a mes amis, il y a des étoiles, il y a des stars. Mais est-ce que l'idée, c'est vous êtes avec moi ou contre moi ? Il n'y a pas Emmanuel Macron, il a refusé. Et Margot l'a parfaitement dit, il y a des pays qui ont dit non, ils sont passés en rouge sur notre carte. Est-ce que ce sera, vous n'êtes pas avec moi, vous êtes contre moi ? Nous sommes quand même dans un ordre alternatif où Trump rassemble ceux qui sont effectivement loyaux. Maintenant, il faut quand même revenir à pourquoi c'est créé. Voyons, on vient de parler de l'échec des Nations Unies. Mais l'échec des Nations Unies, c'est finalement dans l'application de la paix. C'est une réalité depuis des années et on voit bien qu'aujourd'hui, le maintien de la paix et de la sécurité internationale par les Nations Unies est caduque. Elle est caduque. Donc, de toute façon, il propose quelque chose d'alternatif parce qu'il veut autre chose qui fonctionne. Rappelons aussi que les États-Unis, depuis des années, sont en retard de paiement de leurs cotisations aux Nations Unies, or qu'ils fournissent eux-mêmes 22%. Et ce que les Américains reprochent, quels que soient les présidents des États-Unis, à l'ONU, c'est finalement de prendre beaucoup d'argent aux Américains et très souvent de voter contre les intérêts américains. Et ça, il ne faut quand même pas l'oublier. Comme il le fait avec l'OTAN. Je vous donne beaucoup. Oui, mais tout à fait. Et puis donc, dernier point quand même, on a une organisation qui vient de se présenter. Moi, je suis extrêmement surpris. On ne réagit pas, mais on nous met à Davos, on est bien à Davos là, des personnes qui vont signer un traité, on va passer à un traité, du jour au lendemain, Trump débarque, il signe à Davos une nouvelle organisation. Ça sort comme ça. Ça veut bien dire surtout que l'administration américaine fonctionne et que bien sûr Trump nous amuse et que pendant cela, autour de lui, ça bosse et on nous sort quelque chose. Il faut le prendre très au sérieux. Grégory Philippe, après, je voudrais vraiment qu'on écoute Trump sur Gaza parce que c'est très important.
enfin, très rapidement, on peut se demander si c'est pas un mal pour un bien. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a un problème aux Nations Unies. Le Conseil de sécurité, ça fonctionne plus avec les Russes, les Chinois. Il faut réformer le fonctionnement, notamment du Conseil de sécurité, revoir comment ça fonctionne, l'Assemblée générale, etc. Donc, est-ce que au moins ce signal de Davos, ce machin trumpien qui a été inauguré aujourd'hui, n'est pas une prise de conscience pour nous en disant, voilà, il faut vraiment qu'on se penche sur comment fonctionnent les Nations Unies. Et c'est un peu pareil avec l'Europe. Finalement, Trump nous sert un petit peu il vient nous piquer en disant, mais bougez-vous parce que sinon ces institutions vont dépérir. Alors vraiment, je sais que c'est frustrant, mais on a vraiment beaucoup de choses à se dire et il faut qu'on écoute ce qu'a dit Trump sur Gaza. Parce que dans son discours avec son gendre, la vitrine de son Conseil de la paix, c'est ce qu'il fait, lui, à Gaza. Il veut le mettre en valeur. Regardez ce que nous faisons là-bas, c'est la base. Et surtout, il rappelle, ancien expert de l'immobilier, que vraiment Gaza, c'est un excellent emplacement face à la mer. C'est un super emplacement. Moi, je reste quand même quelqu'un de l'immobilier. Et l'emplacement, c'est ce qu'il y a de plus important. Regardez-moi cet emplacement le long de la mer. Regardez tout ce qu'on pourrait faire sur ce terrain pour tous ces gens. Ce serait vraiment formidable pour ces gens qui vivent aujourd'hui dans la pauvreté, qui pourraient vivre si bien. Mais tout dépend de l'emplacement. Ça, c'était la vision. Il donne sur l'eau, sur la mer. Et c'est pas tout parce que son gendre, Jared Kushner, il est venu avec des plans à l'appui qui ont été diffusés avec un diapo, quoi, voilà, qui montre. C'est magnifique. Regardez, vous vous souvenez de l'expression Riviera? Des Oui, on s'est dit, mais attends, est-ce qu'il va aller jusqu'au bout? Et là, c'est mis en image et c'est pas généré par l'IA. Hein. Ce sont des jolis cartons montrés à Davos, à la planète entière, après avoir signé un accord pour un Conseil de la paix. Ce que ça nous dit de la suite, on vient de se dire qu'il fallait le prendre extrêmement au sérieux. Grégory Phillips, Margot Haddad. C'est la version de Gaza d'un agent immobilier. Enfin, on l'avait déjà évoqué au moment de cette fameuse vidéo qu'on avait vue mettant en scène Trump et Netanyahou. Alors là, il n'y a pas de statue en or de Trump. Voilà, c'est la seule différence avec la vidéo extrêmement cynique qu'on avait découvert il y a un an et demi. Là, sur le plan, par exemple, vous voyez, alors il y a la Riviera, les tours d'inspiration, on a l'impression d'être à Miami. Il y a des data centers pour en faire une usine à data, et puis l'utilisation des gisements de gaz, d'énergie. C'est un projet immobilier qui fait évidemment fi des 2,3 millions de personnes qui vivent encore à Gaza, de l'histoire de ce peuple, de l'histoire de toute cette région qu'on efface d'un seul. Vous savez, sur les plans, il manque un truc. C'est les cimetières des 50 ou 60 000 personnes qui ont été tuées dans le conflit. C'est vraiment la vision d'un magnat de l'immobilier qui dit allez hop, on règle ce problème en construisant des très jolis tours sur une rivière. Margot Haddad et Général Paloméros. Dans la tête de Donald Trump, c'est toujours difficile de s'y mettre, mais pour lui, il est persuadé que les Palestiniens, les Gazaouis, vont être mais super contents de ce nouveau projet. Ils auront des maisons, ils auront des super institutions. Il va faire ses accords d'Abraham XXL, qui est son rêve. Hein. On l'a vu, cette affiche, avec Donald Trump au milieu et puis tous les dirigeants arabes autour de lui, où il y aurait une paix XXL, peut-être même jusqu'à l'Iran. C'est-à-dire de se rêver en maître du Proche-Orient, qui aurait fait la paix entre tous ces pays, qui aurait mis en place tout ça. Le problème dans tout ça, c'est que sur la question palestinienne, on a aucunement avancé. Il n'y a pas d'autorité palestinienne compétente, il n'y a pas d'État palestinien, et vous avez une reconstruction de Gaza, mais une reconstruction de Gaza qui va appartenir à qui? Qui va être sous la direction de qui? Qui va être l'autorité qui prendra en charge cette Riviera de Gaza? Et ça, vous n'avez aucune réponse à cette question-là. On a retrouvé les images du Gaza rêvé, Riviera, généré par l'intelligence artificielle qui nous a fait déjà tellement parler il y a quelques mois. Ça ressemblait à ça, le parallèle ensuite avec, regardez ce que devenait la ville. Voilà. Général Paloméros, en agent immobilier, il dit c'est quand même un excellent emplacement face à la mer. Oui, je suis surpris. Quand je dis ça, évidemment, c'est par... C'est un trait, peut-être pas d'humour, mais en tout cas d'humour noir, qu'Israël n'ait pas signé cette fameuse charte. C'est quand même le pays qui a le sort de Gaza entre ses mains. Et d'ailleurs, Israël s'est exprimé. Il dit oui, bon, ok, d'accord, mais non. Donc, moi, je veux bien que les riches pays de ce monde s'associent pour faire une association des riches. On a vu ça dans des films, c'est magnifique. Mais je pense que ça ne répond pas aux besoins.
Alors, c'est pas une structure alternative. Les structures alternatives, elles existent. Alors, bien sûr, l'ONU est décréditée. On a l'Union européenne, on a l'OTAN pour la sécurité, on a des organisations qui ont fait leurs preuves, qui ne demandent qu'à faire leurs preuves. Après, s'il veut travailler avec le Golfe, l'organisation des États du Golfe, c'est parfait. S'il veut monter... Mais il ne faut pas qu'on tombe dans un piège aussi grotesque. Guillaume Roquet. Oui, et puis il y a aussi effectivement cette dimension économique, c'est que compte tenu du pouvoir d'achat moyen d'un Gazaoui, ça veut dire qu'il y a une forme d'éviction d'une partie de la population, ce qui serait probablement pas pour déplaire à Israël, l'idée qu'il puisse y avoir des réfugiés dans des pays limitrophes et qu'il y ait juste une population entre guillemets sous contrôle à Gaza. Évidemment, dans des infrastructures immobilières comme celle-là, c'est beaucoup moins facile pour le Hamas de continuer à développer son réseau, d'avoir l'emprise sur la population. Il y a un côté, d'ailleurs c'est malheureusement ce qui se passe de façon réelle, c'est la table rase, quoi. Mais compte tenu du niveau des ruines, de toute façon on l'a déjà. Oui, c'est une dimension utopique. Est-ce qu'elle va durer la fin de Trump, en quelque sorte? Ce qui est lancé là, moi, ça ne me choque pas qu'on veuille reconstruire Gaza, mais pas sous la forme d'une Riviera. Donc maintenant, effectivement, qui va être responsable de le faire? Est-ce que les Européens veulent recommencer à reconstruire ce qu'ils ont fait je ne sais pas combien de fois pour se voir tout détruire par les Israéliens à chaque incident, oserais-je dire, ou chaque guerre? Donc on a une difficulté, c'est qui va reconstruire Gaza? Qui veut bien payer? Dans quel but? Et que pour l'instant, la seule solution actuellement, même si elle est complètement bizarre, je garde ce terme-là, bizarre, c'est la seule qu'on a sur le plateau. Alors en tout cas, vous l'aurez compris, même s'il y a eu une baisse de tension, on est descendu de quelques degrés du côté du Groenland avec les déclarations de Donald Trump hier soir. Les Européens sont loin d'être rassurés par ce qu'ils ont vu et entendu ces dernières heures. Ça, c'est très net. Et regardez maintenant cette information de NBC News. Selon 3 hauts responsables européens cités par le média américain, doutant de la détermination des États-Unis, l'Europe cherchera à en renforcer son propre arsenal nucléaire. L'Allemagne et la Pologne ont déjà suggéré que l'arsenal nucléaire français pourrait être renforcé afin de défendre leur pays. Oui, Général Paloméros, les discussions revêtent un nouveau caractère d'urgence à mesure que le président Trump intensifie ses critiques à l'égard de l'Europe. Et oui, le constatez-vous dans vos échanges, vous? Ce qui est certain, c'est que la porte qui a été entrouverte par différents présidents français et confortée par notre président actuel sur un dialogue stratégique des Européens sur cette dimension de dissuasion nucléaire. Aujourd'hui, on voit que ces pays-là commencent à la pousser, cette porte. Les Allemands n'étaient vraiment pas très partis pour ça, pas plus que les Polonais. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ils ont vu que, et je parle pour les Allemands en particulier, qui sont totalement dépendants des Américains pour la mise en œuvre des bombes nucléaires de l'OTAN, qui serviraient pour l'OTAN dans le cadre de sa dissuasion nucléaire, et montés sur des avions américains, d'ailleurs F-35, mais allemands de fait, ils sentent que c'est un pari. C'est un pari risqué et c'est un pari peut-être mortel. Mais je remarque que les Britanniques font la même. Keir Starmer, dès sa première intervention là, en parallèle de Davos, a évoqué cette question. Et pourquoi a-t-il évoqué cette question de la dépendance des États-Unis vis-à-vis de la dépendance de la Grande-Bretagne vis-à-vis des États-Unis en ce qui concerne la composante nucléaire? C'est parce que ça l'inquiète. Pour bien comprendre le caractère d'urgence, est-ce que selon vos informations, l'Europe n'est pas seulement en train de chercher à renforcer son propre arsenal? Est-ce qu'on est en train d'avoir des discussions très concrètes sur le renforcement au plus vite de notre arsenal nucléaire en pensant abandon des États-Unis? Le fait que ça vienne de pays qui au départ n'étaient pas vraiment favorables à cette option, ça montre qu'il y a une recherche effectivement d'une dimension stratégique pour l'Europe. Parce que si vraiment on parle sérieusement de la dissuasion nucléaire, c'est qu'on veut parler d'une Europe puissance, d'une Europe stratégique, d'une Europe qui puisse dissuader, que ce soit au plan stratégique, que ce soit nucléaire, que ce soit au plan conventionnel, que ce soit au plan de l'économie, comme on a essayé de le faire là récemment dans le cadre. Et ça, c'est effectivement le projet d'une Europe puissance qui
qui sied, à mon avis, aux circonstances actuelles. Regardez Général Chauvency, l'un de ses responsables européens, dire à nos confrères américains: nous discutons des moyens de protéger l'Europe par la dissuasion nucléaire, avec ou sans les États-Unis. Le général Paloméros a rappelé quand même que les présidents français, depuis toujours, ont considéré en fait que la sécurité essentielle de la France commençait aux frontières de l'Union européenne. Donc de toute façon, de fait, même si les autres ne sont pas d'accord, indirectement on dit on va quand même penser à votre sécurité parce que nous sommes concernés par votre sécurité. Maintenant, qui possède l'arme nucléaire en Europe? Il y a deux puissances. La France, totalement indépendante, les Britanniques, dépendants des États-Unis. Donc en fait, ça retombe sur la France. Est-ce que la France est prête à participer à cette défense collective? Et est-ce que les Européens, de l'autre côté, sont prêts à lui donner cette mission de confiance, sachant qu'on restera toujours en bout de chaîne à celui qui décide de l'emploi ou non de l'arme nucléaire? Et donc, le sommes-nous prêts à le faire, nous, Français? Très clairement, ça fait partie de l'ambiguïté stratégique. C'est-à-dire qu'on ne vous le dira pas de manière claire, de cette façon-là. Certains experts du nucléaire vous disent très clairement trop d'ambiguïté tue l'ambiguïté. Et qu'il faudrait peut-être assumer le fait de mettre des ogives sur des territoires européens, de les remplacer, de remplacer le fonctionnement américain et d'assumer cette chose-là comme une puissance. Sommes-nous capables, au niveau européen, de nous mettre d'accord là-dessus? Ça, c'est encore une autre question, parce que pour le moment, il n'y a pas non plus, on va dire, de manière globale, un accord là-dessus. Mais comme l'a très justement dit le général Paloméros, on ne peut pas dire on augmente notre dissuasion conventionnelle sans faire en sorte de performer d'une meilleure manière la dissuasion nucléaire. Ça va de pair. Donc, si on pense à augmenter notre arsenal nucléaire, eh bien, on pense aussi à le faire du côté conventionnel. Oui, le problème, c'est que on est face à d'autres puissances nucléaires. Et donc la question qui est vertigineuse, c'est, je caricature exprès, mais est-ce que les Français sont prêts à envoyer une bombe nucléaire sur la Russie si Riga, Vilnius ou Tallinn, c'est-à-dire les pays baltes, sont attaqués par les Russes, en sachant qu'il y aura forcément une riposte russe. Et c'est toute la définition de ce qu'on appelle les intérêts vitaux, c'est-à-dire le fait que le cœur de ce qui fait la valeur de notre pays et qu'on doit défendre à tout prix, sous-entendu, y compris avec le nucléaire. Et élargir jusqu'où cette zone des intérêts vitaux, tout l'enjeu, il est là, me semble-t-il. Alors encore une fois, je sais votre frustration, on pourrait rester là, comme ça, en parler pendant des heures, mais il y a d'autres enjeux. Encore une fois, je le martèle, alors que depuis des heures, on parlait d'accords, de cadres d'accords sur le Groenland, de même rétropédalage du président américain. La question a été posée à Donald Trump à Davos, aujourd'hui dans les couloirs. Avez-vous le contrôle sur tout le Groenland? Oui, et même 2 fois oui, le président américain. Aurez-vous le contrôle de tout le Groenland, Monsieur le Président? Oui. De quoi parlons-nous exactement? De l'acquisition du Groenland? Allez-vous payer pour cela? Nous en discutons actuellement. Les détails sont en cours de négociation, mais il s'agit essentiellement d'un accord total. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de délai. Alors que depuis des heures, on parle d'accord sur le Groenland, etc., la question a été posée au président américain. Est-ce que vous voulez la totalité du Groenland? La réponse est oui. Vous l'avez entendu juste avant notre petite pause. Alors que sait-on de l'accord? Parce que c'est l'ascenseur émotionnel permanent, hein, vraiment. Mais on va plus loin avec Grégory Phillips pour tout comprendre ensemble. Grégory Phillips, face à la presse, le milliardaire américain a assuré que les États-Unis avaient obtenu, je cite, tout ce qu'il voulait, lui, évoquant la sécurité, également les minerais. Il évoque un projet d'accord sur le long terme. Que sait-on au sujet de la sécurité, donc des bases américaines sur cette île? Bon, alors d'abord, on aimerait bien le voir, cet accord, parce que pour l'instant, on a juste les déclarations de Donald Trump à Davos. Ce qu'on sait, c'est que la base américaine de Pituffik, que vous connaissez, on en parle évidemment depuis des semaines, là, vous avez 200 soldats américains. Ce qui pourrait être conclu dans cet accord, mais c'est encore une fois à prendre au conditionnel, c'est le fait que les États-Unis récupèrent quelques-unes de toutes les bases qui étaient précédemment installées au Groenland, qui ont été abandonnées, et que ces bases militaires deviennent des territoires américains sur lesquels ils pourraient faire absolument ce qu'ils veulent, installer des radars, des unités, du matériel. Territoire américain, donc au Groenland, il y a un modèle, c'est par exemple à Chypre, où vous avez, depuis le début des années 50, je crois, 2 bases militaires souveraines britanniques. Là, ce sont des territoires britanniques. L'accord remonte aux années 50, donc c'est un peu ça le modèle. J'ai un autre modèle en tête, c'est Guantanamo, qui depuis 1903 ou 1904, je crois, est loué
par les États-Unis à Cuba. On est à la pointe est de Cuba et c'est un territoire américain, mais là qui est en location. Là, ce que Trump veut, c'est que ce soit acheté pour toujours, comme il dit. Évidemment, la première ministre danoise, Mette Frederiksen, a répondu que la souveraineté de ce territoire ne se discutait pas. Oui, parce que quand même, petit bémol sur ce cadre d'accord, les Danois et les Groenlandais n'ont pas franchement été consultés sur le sujet jusqu'à maintenant. Mais sur la question de la sécurité, il ne s'agit pas que de base, il y a aussi des accords qui sont mis sur la table. Oui, des accords notamment pour garantir la sécurité américaine. C'est ça qu'il dit depuis des semaines, que la sécurité nationale des États-Unis en dépend. Et si on peut voir la carte du Groenland, l'accord prévoit des redéploiements notamment de troupes otaniennes autour du Groenland, avec un renfort de sécurité des troupes de l'OTAN, et ce dès 2026. Voilà, autour de cette zone. Ça, ce sont les terres rares et hydrocarbures qui intéressent évidemment Donald Trump, avec des zones riches en hydrocarbures ici, des zones de terres rares qui se trouvent dans cette région. Et ça, Trump, évidemment, souhaite des accords commerciaux. Il y a peut-être quelque chose d'important aussi qui a été conclu, mais encore une fois, ce sont les dires de Donald Trump. C'est un droit de veto pour empêcher d'autres puissances de venir travailler dans ces zones. Et ça, c'est pas anodin. Et il n'est pas question que de sécurité, il est aussi question de minerais, donc on le disait. Voilà, ces minerais qui se trouvent dans ces zones. Il va falloir voir concrètement ce qui est écrit dans cet accord. Est-ce que les Américains vont pouvoir les exploiter ou pas, en collaboration avec les Danois? Ça, on le saura peut-être dans les prochains jours. Merci beaucoup, Grégory Philippe. Ça y est, nous sommes ensemble. Thomas Misraki, en direct depuis Nuuk, au Groenland, avec Marine Truchot. Alors, je le disais, c'est l'ascenseur émotionnel du côté du Groenland. Est-ce qu'il croit vraiment à cet accord? Je rappelle, il y a 24 heures, vous nous disiez, on est en train de préparer des stocks de nourriture dans certains foyers parce qu'on craint l'intervention américaine. Qu'en est-il 24 heures plus tard? C'est toujours le cas. On a été dans plusieurs supermarchés aujourd'hui. L'un d'entre eux nous disait que l'activité du magasin avait progressé de 15% sur les derniers jours. Donc les gens font des stocks, effectivement. Mais là, on vient d'assister, vous l'avez vu, peut-être à la conférence de presse du Premier ministre groenlandais il y a quelques instants à peine. Alors il s'est exprimé face aux journalistes pendant une dizaine de minutes, puis après les questions. Ce qu'on a appris d'abord, c'est qu'il ne connaissait pas les détails du cadre de l'accord qui avait été conclu entre Mark Rutte et Donald Trump, mais il a précisé les messages que nous avons transmis au secrétaire général de l'OTAN ont été passé au président des États-Unis. Un Premier ministre groenlandais très offensif, il a exprimé son désaccord avec le ton employé par les États-Unis depuis maintenant près d'un an. Voilà ce qu'il dit, il y a des lignes rouges pour nous ici, que ce soit pour les Groenlandais d'ailleurs ou pour les Danois, notre intégrité territoriale, notre souveraineté nationale. Ça, on ne peut pas y toucher, ce qui répond en quelque sorte aux informations de presse qui sortent depuis quelques heures, depuis hier pour être précis, et qui disent que le Groenland ou le Danemark pourraient céder certaines parties du territoire ou la souveraineté de certaines parties du territoire pour que les Américains construisent des bases militaires. De ce qui ressort de cette conférence de presse, il n'en est pas question pour ce Premier ministre groenlandais qui a remercié les Danois, l'Union européenne, qui se dit prêt à accueillir une mission permanente de l'OTAN sur son territoire, mais qui nous dit aussi aujourd'hui qu'il n'attend pas plus de soldats venant d'Europe dans les heures ou dans les semaines qui viennent. Merci, c'est précieux Thomas Misraki. Merci beaucoup. Avec Marine Truchot. Général Paloméros, alors cadre d'accord ou OPA hostile encore une fois sur des morceaux de cette île et peut-être même donc avec le consentement de l'OTAN et d'autres institutions. Mark Rutte est celui qui a négocié, discuté des cadres de l'accord avec Trump. Oui, Mark Rutte est le secrétaire général de l'OTAN. Il rapporte au Conseil de l'Atlantique Nord qui est, en l'occurrence, rassemble tous les chefs d'État et de gouvernement des 32 pays de l'OTAN. Et ce sont eux qui décident au consensus de ce que l'OTAN doit faire ou ne doit pas faire. Mais que Mark Rutte serve d'intermédiaire, on sait qu'il est assez proche de Donald Trump, mais en aucun cas il ne peut signer quelque accord que ce soit. Donc il faut être très précis maintenant, parce que sinon on va tout mélanger. Mark Rutte sert d'intermédiaire, il essaye de trouver une voie qui est extrêmement étroite. Son souci, c'est de conserver à l'OTAN son unité, c'est ça sa mission, sa crédibilité, et d'éviter des écueils et des écarts, en particulier aujourd'hui chez Donald Trump vis-à-vis de l'OTAN.
Voilà, on voulait vous entendre sur ce sujet, bien évidemment. Je voudrais revenir sur l'actualité qui a ouvert notre émission. On a appris quelques minutes avant le début de cette émission, d'ailleurs, qu'un pétrolier venant de Russie a été intercepté par la Marine nationale. Son nom, ça en dit peut-être un peu long, le Grinch, en provenance de Russie, soupçonné de naviguer donc sous fausse nationalité. Le navire, il a été dérouté, il a été placé sous escorte militaire sur décision du procureur de la République de Marseille. Ça s'est passé en haute mer et je vais être beaucoup plus précise, en mer d'Alboran. C'est la porte d'entrée de la Méditerranée entre l'Espagne et le Maroc. Signal fort envoyé à Poutine, général ? Oui, enfin, oui, il faut pas d'alternative. Hein. À partir du moment où on sait qu'il y a une flotte fantôme, pourquoi faire semblant de ne pas l'avoir ? Et surtout, appliquer toutes les mesures qui restent dans la limite, je dirais, des lois internationales. Ces bâtiments ne sont pas conformes à ces lois internationales qui régissent le trafic maritime, dont acte. Guillaume Roquette. Oui, ce qu'on reproche à ce bateau, c'est en fait de naviguer sous une fausse identité, c'est aussi de contrevenir aux mesures d'interdiction qui ont été prises à la fois par la Grande-Bretagne et par le Royaume-Uni d'exportation d'hydrocarbures russes. Cela dit, d'un point de vue purement juridique, il me semble que c'est relativement fragile cette arrestation, parce que, on est dans les eaux internationales, on a vu dans le passé déjà des arraisonnements, mais qui n'ont pas eu beaucoup de conséquences, c'est-à-dire que le bateau a fini par repartir. Donc je pense qu'il est un peu tôt pour savoir si c'est avant tout une annonce politique, au moment même où Zelensky appelle ses alliés à être plus solidaires que jamais à Davos, ou bien s'il y aura vraiment une décision de mise hors d'état de nuire d'un des navires de cette flotte fantôme. Général, est-ce que c'est une opération compliquée et comment expliquer ce type d'opération à nos téléspectateurs ? Non, ce n'est pas compliqué. Le fait que le bateau est arraisonné, il y a une équipe d'abordage qui l'a pris, qui l'a mis sous contrôle. Je dirais que la suite, ça va être contrôle de tout ce qui est à bord. Est-ce que le bateau est en règle ou pas ? Il est sous contrôle, je dirais, entre guillemets, militaire et judiciaire. Si effectivement les papiers sont en règle, qu'on ne démontre pas qu'il y a, je dirais, une transgression de règles ou de sanctions, eh ben, le bateau va repartir normalement. En revanche, pour moi, c'est un geste politique fort qui ne laisse aucune ambiguïté sur la volonté de la France et des Britanniques, parce qu'on ne les voit pas beaucoup, mais ils sont là, d'intervenir et de montrer que les Européens sont là.